Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. On continue notre classement d'entreprises de qualité dans le secteur de la consommation durable, dans le secteur qui performe le mieux en période de récession. Ça ne veut pas dire que toutes les entreprises que je vais vous présenter ici aujourd'hui représentent des opportunités d'investissement. Certaines sont des opportunités d'investissement, certaines pourraient vous être un excellent ajout dans votre portefeuille en cas d'un prix correct, d'accord? Dans toutes les entreprises qu'on va vous présenter ici, je vais essayer de faire une évaluation tout à fait rapide ici. Donc sans doute vous allez découvrir d'excellentes entreprises parce que toutes les entreprises que je présente ici ont une chose en commun, elles ont des avantages compétitifs qui leur permettent de pouvoir maintenir des marges stables. Donc, ceci représente uniquement mon avis et non un conseil d'investissement. La première entreprise sur la liste ici, c'est Lamb Weston. Vous connaissez sans doute Lamb Weston, mais vous ne savez pas que c'est la compagnie qui produit les frites que vous mangez au McDo. Donc, c'est un producteur de pommes de terre. Et attention, elle a une particularité, c'est qu'elle produit les pommes de terre, mais elle a également des ententes avec les grands services les grands services de restauration rapide, comme McDonald's, comme Burger King, etc. Donc, même comme Pizza. Donc, à la fin de la journée, elle produit des patates. Et produire des patates, ça peut vous sembler pas sexy du tout, mais c'est un business qui fonctionne très, très, très bien. Au point où, présentement, nous avons une entreprise qui a des revenus à peu près stables, d'accord? Donc, c'est une entreprise qui appartenait avant à Conagra Group. Donc, Conagra Food, c'est une entreprise qu'on a déjà étudiée également, qui exerce dans le secteur de la consommation durable. Donc, essentiellement, vous pouvez constater que les marges ici sont assez correctes, assez respectables. La plupart du temps, on recherche uniquement la stabilité ici. Et évidemment, il y aura tendance à avoir une baisse des marges ici parce que présentement, avec l'augmentation du prix du pétrole, il y a une pression au niveau du prix en termes de transport, au niveau de la logistique. Donc, c'est temporaire. À la fin de la journée, on ne va pas garder un pétrole à 100 dollars. Et si on garde un pétrole à 100 dollars, il y aura une augmentation des prix par rapport à toutes les matières, à tous les produits que vous utilisez présentement. C'est même déjà le cas. Donc, c'est un cercle vicieux. D'accord? Ne souhaitez pas que ça dure. D'accord? Parce que ça nous affecte tous. Donc, si vous êtes capable, si vous acceptez de payer vos patates plus cher, tant mieux pour vous. Dans tous les cas de figure, ici, c'est une entreprise qui, en situation normale, dégage au moins 400 millions en termes de free cash flow. D'accord? Elle vous distribue ici un dividende de l'ordre de 85 centimes de 85 dollars, pas 85 dollars, mais 0,85 sous. Donc, elle a la possibilité de moins d'$1 ici. Elle a la possibilité de pouvoir payer ce dividende-là. Ça représente à peu près 1,50% en termes de rendement ici. Mais je vous ai dit qu'ici, ce qui nous intéresse, c'est le rendement de l'avoir des actionnaires, donc le rendement des free cash flow. Donc, on va prendre nos 400 millions ici divisé par la capitalisation boursière en date d'aujourd'hui. On obtient combien? En date d'aujourd'hui, on obtient 4,22%. Donc, on va se dire ici 4%. Donc, si l'entreprise vous reverse la totalité des free cash flow en termes de rendement, vous aurez 4%, pas plus que ça. Donc, techniquement, on a encore une possibilité de croissance de revenus, croissance des dividendes ici. Mais est-ce que 4% de rendement potentiel, c'est suffisant? Moi, je vous dirais que sur Top Invest, ce n'est pas suffisant pour nous. Sauf si l'entreprise continue à croître présentement. Elle a une croissance à peu près, tout à fait respectable. On peut se dire aux alentours, avant la période que vous connaissez, aux alentours de 5% sur les 5 dernières années, vu que ça a eu tendance à diminuer ici, mais on peut comprendre que c'est parce qu'il y a la période actuelle. Donc, dans tous les cas de figure, si McDo va bien, Burger King va bien, Pizza va bien, sachez que Lamb Weston se portera très, très bien. Donc, à la fin de la journée, elles vendent essentiellement les pommes de terre, comment on les appelle encore. Donc, c'est généralement elles vendent également des produits surgelés. Donc, elles ne vendent pas juste dans les McDo ou des trucs comme ça. Elles sont également dans les supermarchés. Donc, dans la gamme des produits surgelés, vous avez sans doute déjà consommé un produit de Lamb Weston. En Amérique du Nord, elle domine le marché. Elle a 50% du marché en Amérique du Nord. Donc, vous savez que ce sont des grands consommateurs de frites. Donc ici, elle ne fait pas que des frites, il y a autre chose, mais tout à base de pommes de terre. Donc allez-y, regardez sur le site web de l'entreprise ici. C'est une excellente entreprise, mais est-ce qu'au prix actuel, ça pourrait représenter une opportunité d'investissement? Moi, je vous aurais dit que non. Donc tout semble, dans tous les cas de figure, ça c'est uniquement mon avis. Donc idéalement, moi j'aimerais acheter cette entreprise aux alentours des 35 dollars, 30 dollars l'action. Mais ça c'est mon avis à moi. Ça c'est par rapport à mon exigence pour la rentabilité. Mais ça reste une très belle entreprise à avoir dans sa watchlist. Donc c'est tout pour Lamb Weston. Ici, on passe à la seconde entreprise qu'on appelle Heineken. J'ai déjà étudié Heineken sur le site ici, sur la page de la chaîne. Donc, allez-y sur la page de la chaîne, vous allez à l'onglet recherche et vous tapez Heineken, vous allez pouvoir retrouver l'entreprise ici. Donc, dans tous les cas de figure, ici, vous voyez qu'on a la stabilité des revenus. C'est une compagnie mature, donc on ne s'attend pas à des revenus extraordinaires. Les marges sont à peu près stables ici. On est au niveau de la marge opérationnelle, on a une stabilité des marges opérationnelles. Les bénéfices nets par action, dépendamment. Actuellement, on a des revenus très, très élevés. C'est pas normal qu'on ait 3,3 milliards. Donc, le revenu ici, le bénéfice net, est de 3,3 milliards. Il est plus élevé
la marge opérationnelle, que le bénéfice opérationnel. Ça n'a pas de sens. Donc, il y a dû avoir il y a quelque chose de spécial qui s'est passé entre les deux ici. Il y a dû avoir une vente d'un segment d'activité ou des choses comme ça. Dans tous les cas de figure ici, c'est une entreprise qui a la possibilité de dégager aux alentours de, on va être gentil, de près de 2 milliards à peu près 2 milliards en termes de free cash flow. Donc, par rapport à la capitalisation actuelle, est-ce qu'on pourrait avoir une opportunité d'investissement? Donc, je vous ai dit qu'idéalement, on recherche un rendement aux alentours de 10%, rendement de la voix des actionnaires. Donc ici, l'entreprise cote aujourd'hui à 88 euros. Donc elle a un rendement de 1,40% ici. Donc c'est-à-dire que si l'entreprise vous suit la totalité des free cash flow en termes de rendement ici aujourd'hui, vous aurez 3,9%. Donc on va l'arrondir à 4%, pas plus que 4%. Donc le free cash flow pourrait continuer à croître. Ça ne représente que 25%, moins de 25% du payout ratio ici possible. Donc cette entreprise a la capacité de pouvoir augmenter le dividende. Mais maintenant, est-ce que ce dividende-là vous correspond? Point d'interrogation. Ça dépend de tout un chacun. Moi, personnellement, il ne me correspond pas. Je recherche une entreprise qui a la possibilité d'avoir un rendement par rapport à l'avoir des free cash flow de 10%. D'accord? Donc, idéalement, ici, on est à 4%. Également, comme je l'ai dit, c'est une entreprise mature, donc elle n'aura pas tendance à avoir une croissance extraordinaire, sauf si elle fait une acquisition extraordinaire. C'est vrai qu'avant la période de la pandémie, on avait une croissance aux alentours de 4% par là. Ça pourrait continuer, mais dans tous les cas de figure ici, idéalement, si je devais acheter cette entreprise ici aux alentours de 50, 60 dollars, ça pourrait commencer à m'intéresser. C'est une entreprise qui offre rarement des opportunités d'investissement, mais ça ne veut pas dire que ça ne sera pas possible. Donc, faites très, très attention quand vous voulez investir dans ce genre de compagnie. Vous voyez 15 fois les bénéfices. En réalité, c'est pas 15 fois les bénéfices, c'est 15 fois les bénéfices parce que ça prend en considération un 3 milliards ici qui ne fait peut-être pas partie du day-to-day de l'entreprise. Vous pouvez voir ici qu'il y a un bénéfice spécial. Il y a ici, si je regarde bien, voilà, on a 1,8 milliard en termes de bénéfices, un revenu spécial, other income. Donc, ça ne fait pas partie du day-to-day de l'entreprise. Peut-être que ça peut provenir des dividendes de cette entreprise si elle a des investissements dans une autre. Donc, ça dépend. Il faut lire les rapports financiers, mais ça reste une excellente entreprise à avoir en portefeuille. Donc, je pense que vu que c'est une compagnie allemande, elle est également éligible au PEA. Maintenant, ça dépend de vous. Si elle vous intéresse, allez-y faire vos propres recherches. Dans tous les cas de figure, pour l'évaluation ici, j'ai déjà fait une vidéo sur la chaîne. Donc, on va passer directement à la troisième entreprise qu'on appelle L'Oréal. Également, j'en ai déjà parlé sur la chaîne ici. L'Oréal ici, excellente entreprise, stabilité et croissance des revenus ici. Donc, c'est une entreprise qui croît toujours, qui réussit à faire croître ses revenus de l'ordre de près de 4% sur les 10 dernières années. Les marges ici sont de plus de 70% en moyenne et ils ont tendance à croître. Donc, ça veut dire qu'il y a un pricing power. La marge opérationnelle également a tendance à croître ici. Le bénéfice net ici en termes de volume est de près de, voilà, à peu près par rapport à une date d'aujourd'hui, est de près de 4 milliards 600. D'accord? Les free cash flow sont aux alentours de 5 milliards 600 par là. Donc, maintenant, est-ce que l'entreprise pourrait représenter une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui? C'est généralement la question. Moi, je pense que non, parce que ça n'a pas trop changé depuis la fois où j'ai étudié l'entreprise. On l'avait évalué, voilà, je ne me rappelle plus à quel niveau, mais je ne suis pas prêt à payer 37 fois les bénéfices en date d'aujourd'hui, surtout en période d'inflation, surtout en période d'augmentation des taux d'intérêt. Sachez que les taux d'intérêt, ça agit un peu comme une balance. Plus ils augmentent, moins les entreprises auront tendance à avoir des multiples élevés. Donc, plus ils augmentent, plus les entreprises auront tendance à avoir des multiples peu élevés. D'accord? Donc, ça dépend maintenant de vous. Est-ce que vous voulez payer 37 fois les bénéfices d'une entreprise pareille? Point d'interrogation. Chacun a son exigence en termes de rentabilité ici. Moi, ma rentabilité ne se limite pas aux dividendes. Donc ici, si on vous distribue la totalité des free cash flow en termes de dividendes par rapport à la capitalisation boursière ici aujourd'hui, qui ne prend pas encore en considération la dette, parce qu'avec la dette, ça peut changer beaucoup. Ça peut également beaucoup changer. Donc, ça vous donne un rendement à peu près de 3,4% ici. Est-ce que 3,4% c'est raisonnable? Moi, je vous dirais que non. Ça ne m'intéresse pas d'acheter une entreprise qui va me donner un rendement de 3,4% potentiel par rapport au prix actuel. Et évidemment, beaucoup vont dire oui, mais il y aura la croissance ici. Admettons qu'il y a une croissance à peu près de 5% sur les 5 prochaines années. On s'est dit ici que la croissance est de 4% en moyenne. Donc, ça va me donner ici un rendement potentiel de 4,73%. Même ça, ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez. Ce qui veut dire que si je veux acheter cette entreprise, si moi, personnellement, j'exige une décote supplémentaire. Donc, c'est une entreprise qui va m'intéresser aux alentours de 150 à 200 dollars l'action. À la fin de la journée, si elle n'arrive pas à ce prix-là, si je n'arrive pas à l'acheter à ce prix-là, ce n'est pas grave, je passerai à autre chose. Le marché est assez vaste. Vous n'avez pas besoin de toutes les entreprises au monde. Vous n'avez pas besoin de L'Oréal dans votre portefeuille si l'entreprise est surévaluée. D'accord? Donc, on ne va pas l'acheter à n'importe quel prix. Sinon, vous allez vous retrouver avec la période qui arrive présentement, avec la période présente, à avoir un prix assez déprécié pendant une longue période de temps. Et ça ne sera pas parce que l'entreprise est sous-évaluée, ça fera juste parce que voilà, le marché a choisi, pas choisi, mais vu que là, il y a une augmentation des taux d'intérêt, les PER auront tendance à être moins élevés. Donc, à la fin de la journée,
ça va s'ajuster en conséquence sur L'Oréal. Donc, faites très attention si vous voulez investir dans ce genre d'entreprise. Moi, j'ai toujours dit une chose, ma limite en termes de PER, c'est 25 fois les bénéfices. Et sachez que les PER, c'est un rendement. Quand vous faites 25 fois les bénéfices, ça veut dire que vous demandez un rendement de 4%. D'accord? Ici, je veux un rendement en moyenne de 10% quand j'investis dans une entreprise par rapport au prix par rapport au free cash flow. Donc, en date d'aujourd'hui, oui, le dividende est safe, mais à la fin de la journée, pour moi, ce n'est pas une opportunité d'investissement et ça reste uniquement mon avis. D'accord? Donc, ça, c'est ce que je pourrais dire pour L'Oréal, mais c'est une entreprise extraordinaire et si vous arrivez à l'acheter à un très bon prix, ça, c'est un home run. Donc, ensuite, on passe ici à la quatrième entreprise qui est Bunzl. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas cette entreprise ou bien presque personne. C'est une très belle entreprise. C'est difficile de vous dire ce que Bunzl fait. Mais en fait, on va prendre un exemple simple. Imaginons que vous avez une épicerie. Et dans l'épicerie, en fait, vous avez besoin, par exemple, d'emballage. Vous allez voir qui? Bunzl. Vous avez besoin pas d'imprimante, mais vous avez besoin de produits pour le ménage, par exemple, vous allez voir qui? Bunzl. Donc, pour faire facile ici, quand on regarde ici par rapport à ce que l'entreprise fait, si vous allez par exemple dans un magasin comme Zara, vous savez que les vêtements sont souvent sur des cintres, etc. Vous pensez vraiment qu'ils vont dans le dépanneur, dans le magasin du coin pour acheter des cintres en gros? Non, ils vont faire appel à Bunzl. Donc, Bunzl, en fait, fournit ce genre de produits consommables non alimentaires. Donc, ils fournissent tout le monde. Il peut fournir du McDo le plus proche à l'épicerie de quartier à côté de chez vous. Donc, c'est une entreprise qui est assez diversifiée. Donc, c'est un très beau business model qui est surtout fragmenté. Qu'est-ce qu'on appelle une entreprise? Quand vous avez la chance d'avoir une entreprise qui exerce dans un secteur fragmenté, donc dans un secteur où il y a beaucoup d'opérateurs et où il y a un seul gros opérateur qui essaye de faire l'acquisition des tout petits opérateurs, sachez que ça peut représenter quelque chose. Maintenant, en termes de rendement, peut-être, en termes d'évaluation, peut-être qu'on aura une surprise ici. Actuellement, nous avons une entreprise ici qui a des revenus à peu près aux alentours de 10 milliards de livres, donc c'est en livres sterling, faites attention. En date d'aujourd'hui, à peu près un rendement de la croissance des revenus est aux alentours de 7% par là, en moyenne sur les 10 dernières années, en prenant comme base 2021. Donc voilà, elle n'a pas connu la pandémie, elle a continué à très bien se comporter. Donc sachez que ses produits sont demandés chaque année. Donc dans tous les cas de figure, vous avez besoin dans tous les magasins, en fait, il y a des besoins de produits d'emballage matin, midi et soir, que ce soit les emballages cadeaux, les emballages plastiques, les emballages papier. Donc il y a beaucoup de choses. Donc, ici, quand on regarde ici en termes de profitabilité, on constate que les marges brutes ici sont aux alentours de 24%, la marge opérationnelle aux alentours de 6%. C'est très petit, mais c'est normal. C'est une compagnie de distribution. Donc, à la fin de la journée, c'est beaucoup de logistique également. Vous constatez qu'actuellement, on parle de l'augmentation du prix du pétrole et on ne voit pas encore cela dans les rapports, dans les marges ici. Donc, les marges ne sont pas dépréciées. Donc, peut-être, on va le voir à partir de la période, à partir de la fin de l'année. Donc, tout dépend parce que parfois, ce sont des entreprises ici qui achètent ils achètent le pétrole ici un an avant. Donc, ça leur permet ici de pouvoir avoir une visibilité en termes de coûts. Donc, ils ont seulement, peut-être ici, le prix du pétrole ici va se voir. Donc, l'impact négatif va peut-être se voir dans les trimestres à venir. Mais ce sont des hypothèses comme ça que je prends à la volée, vu que je vois à peu près ce que l'entreprise fait. Donc, j'essaie d'imaginer où est-ce que vous pouvez aller regarder quand vous allez lire les rapports financiers. Donc, ici, c'est une entreprise qui a à peu près un 400 millions par là en termes de net income. Mais en réalité, ces free cash flow sont tout à fait plus élevés que ça. Donc, c'est une entreprise qui a en réalité près de 700 millions en termes de free cash flow. Donc ici, si j'ai une entreprise qui me produit à peu près 700 millions en termes de free cash flow par rapport à mon prix actuel, par rapport au prix actuel, ça représenterait combien? Donc ici, on a une capitalisation boursière à peu près de 8 milliards 730 millions, d'accord? Donc ici, si on vous dit ici 700 millions ici, donc 700 millions en termes de free cash flow par rapport à ce 8 milliards-là, donc ça fait à peu près ici 8,73. Ça vous donne ici un rendement de 8%. Je vous ai dit qu'on recherchait un rendement de 10%. Donc, ça pourrait peut-être représenter une opportunité d'investissement, surtout qu'on peut également avoir une croissance. Si on prend juste une croissance des revenus par rapport de 5% sur les 5 prochaines années, ici, on peut avoir à peu près un rendement sur coût par rapport à aujourd'hui de 10%. Donc, si l'entreprise vous reverse en date d'aujourd'hui, par exemple, la totalité de ses free cash flow, vous aurez 8% de rendement. Actuellement, le dividende est de l'ordre de 2,2%. Donc, il y a une possibilité de croissance énorme par rapport à ce dividende-là. Et il a tendance à croître avec le temps. Vous voyez, c'est un dividende en pleine croissance. Donc, ici, on pourrait représenter une opportunité d'investissement. Maintenant, il faut également prendre en considération la dette de l'entreprise. Est-ce que l'entreprise est endettée ici? Donc, on va aller regarder ça rapidement ici. On se dira que non. Actuellement, elle dégage près de 700 millions en termes de free cash flow.
et elle a une dette d'à peu près de 1,4 milliard, même pas une dette nette, parce que si on prend en considération ses free cash flow, sa dette nette est aux alentours de 700 millions. Donc dans tous les cas de figure ici, c'est une compagnie qui croît par acquisition. Donc vous constatez ici qu'elle fait des acquisitions année après année. Elle paie un petit dividende ici, mais il est croissant année après année. Ça reste sans doute la meilleure opportunité présentement dans le secteur. Donc, et c'est un secteur qui performe très très bien en période de crise, d'accord? Donc, imaginez que la plupart des entreprises que je vous ai citées ici exercent la consommation durable. Donc, dans le super secteur défensif. Donc, ici, on est présentement dans l'industrie donc dans l'industrie de la consommation durable. Dans la consommation durable, vous avez les produits alimentaires, vous avez les produits de la grande distribution. Donc, c'est-à-dire, par exemple, les clients comme les entreprises comme Carrefour sont peut-être des clients de Benzel. Donc, à la fin de la journée, si Carrefour se porte bien en période de crise, Benzel va bien se comporter. Et je pense même que Benzel représente une excellente opportunité d'investissement. Merde. Excusez-moi du juron. À la fin de la journée, je pense que c'est une excellente opportunité d'investissement, mais il faut creuser plus que ça. Il faut creuser plus que ça. Il faut constater qu'elle est très rarement sous-évaluée. Très rarement. Ici, on est presque à un all-time high, mais on pourrait représenter une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui. Donc, faites très, très attention. Allez-y faire vos propres recherches également sur cette compagnie-ci, mais elle est clairement sur ma watchlist. Et quand je dis watchlist, c'est vraiment en top de liste. Et je pense même que je vais commencer à effectuer mes recherches en profondeur sur cette entreprise-ci. D'accord? Donc, Benzel, opportunité d'investissement, est sans doute l'une des meilleures depuis qu'on présente le top 5 ici. Donc, on continue avec la dernière entreprise sur la liste qui est Diageo. Donc, Diageo, en fait, je suis sûr que vous connaissez cette entreprise. Ça, c'est sûr et certain. Si vous ne connaissez pas cette entreprise, je ne sais pas où vous vivez, mais à la fin de la journée, pour ceux qui consomment de l'alcool, vous avez, ou même si vous n'en consommez pas, vous avez déjà vu les produits de Diageo. Donc ici, encore une fois, on va me demander de rentrer mon âge, etc. Oh là là, c'est compliqué tout ça. Ne vous inquiétez pas, je ne mets pas ma véritable date de naissance. À la fin de la journée, je mets toujours une date qui correspond, je vais mettre que je viens du Cap-Vert. Non, pas Cap-Vert, à la fin de la journée, je ne viens pas du Cap-Vert. On va mettre du Canada, voilà, c'est parfait. Voilà, donc, déjà, premièrement, vous pouvez constater qu'on a Guinness ici. On va voir les brands, donc Brand Overview. D'accord, alors, est-ce que ça me permet de voir? Non, ce n'est pas le Brand Overview que je veux voir. Je vais voir le Brand Explorer, sans doute. Alors, Brand Explorer, parce que là, il nous manque un ensemble de marques. Voilà. Don Julio, Baileys, Captain Morgan, Smirnoff, Black Label, Tanqueray, Ciroc. Ouais, ça appartient pas à P. Diddy, d'accord, qu'on s'entende. C'était juste un partenariat pour la pub. Crown Royal, GNB, donc Guinness exactement, qui se vend très très bien en Afrique, généralement. Je pense également en Occident, ça se vend très très bien. Et également, elle a un partenariat avec LVMH. Si vous avez l'habitude de lire les rapports financiers de LVMH, vous savez qu'on parle beaucoup de Diageo. Parce que la gamme, je pense, la gamme champagne ici, c'est Diageo qui aide à vendre, pas à vendre, mais à distribuer, etc. à la fin de la journée. Donc, je ne sais pas quelle est la particularité de leur partenariat, mais ils sont très proches, d'accord? Je ne dirais pas que LVMH va investir dans cette compagnie ici. Non, pas du tout. Vous avez également le Blue Label, Johnny Walker, voilà. Ils ont tout ce que vous pouvez imaginer. Même des bières. Donc, les bières ici, vous allez certainement voir, voilà. Vous allez voir la Guinness, donc vous allez également voir ici Otter Whisky, donc des trucs que je ne connais pas, donc Crown Royal, etc. Donc, c'est une entreprise extraordinaire. On va juste voir les marges ici. Vu qu'elle est extraordinaire, vous constatez qu'on n'est pas les seuls à avoir déterminé qu'elle était extraordinaire. Regardez, croissance ici des revenus. Donc essentiellement, ici, vous constatez que la croissance des revenus aux alentours de 2,51% sur les 10 dernières années. Vous constatez que même en période difficile, elle a une croissance de revenus ici sur le dernier trimestre de 10,93%. Incroyable. Alors qu'ici, tout le monde panique dans le monde. Enfin, quand je dis tout le monde panique dans le monde, ah non, je ne peux pas le dire comme ça. Donc, vous constatez ici que la période est difficile, mais voilà, l'alcool se vend de plus en plus. Donc, en période de récession, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas beaucoup bouger ou bien ça ne va pas changer. Donc, également ici, en termes de marge, donc la marge brute et la marge opérationnelle ici est à peu près croissante. Donc, aux alentours de 30% alors qu'on avait 29% ici. Bon, on est à peu près stable par là. Donc, vous constatez également que en termes de net income, on est aux alentours de 3 milliards par là. Donc, sur les dernières années, 3 milliards, 2 milliards 500 par là. Donc, on va être gentil, on va dire 3 milliards. Donc, ici, si l'entreprise vous reverse la totalité de ses free cash flow en termes de dividendes, quel est le rendement que vous allez obtenir par rapport au prix actuel? Je vous rappelle juste qu'elle est cotée à longue. Donc, c'est 35 livres, d'accord? C'est pas 33 500 livres, c'est 37, on va dire 34,96 livres. Donc ici,
Si elle vous distribue les 3 milliards ici en termes de dividendes au total, donc on va faire ici 3 milliards divisé par 79,81 qui est la capitalisation boursière ici, ça vous donne un rendement de 3,75%. Donc, actuellement, on vous paye un dividende qui vous donne un rendement de 2,11%. Donc, on est déjà sur la marge haute du dividende ici. Donc, ici, je ne dirais pas qu'on a une opportunité d'investissement. Donc, idéalement, si l'entreprise venait à chercher aux alentours des, voilà, on va se dire aux alentours des 35, pas des 35, mais aux alentours des 20 livres sterling par là, ça pourrait peut-être représenter une opportunité d'investissement, 20 livres à 25 livres. Donc, en 2020, on avait une excellente opportunité d'investissement ici. Donc, il faut être très, très patient avec ce genre de compagnie ici. Elle n'est pas juste cotée à Londres ici. Je pense qu'elle est également cotée sur la bourse américaine. Donc, à la fin de la journée, on va essayer de regarder ici par rapport au ADR. ADR stock. Donc, ici. Oui. Est-ce que c'est possible? ADR stock. ADR. On va mettre le NICE. Donc, New York Stock Exchange Stock. OK. Donc, elle est cotée à Londres. Elle est cotée à New York également. Donc, également, ici, vous pouvez constater, ça reste la même chose. Ça reste le même raisonnement. À la fin de la journée, n'oubliez pas qu'ici, on est en millions de dollars. D'accord? On n'est plus en millions. Ça change littéralement. Donc, il ne faut pas le comparer comme ça. Donc, ici, c'est pas une opportunité d'investissement, mais c'est une excellente entreprise à avoir en portefeuille, sans doute, mais tout va dépendre du prix. Dans ce genre d'entreprise, il faut être très, très patient, mais l'acheter à un excellent prix. Donc, c'est l'occasion, par exemple, de parler d'une entreprise que vous ne connaissez sans doute pas, Mutai. Donc, Mutai China. Allez-y, regardez cette entreprise aussi. Elle a des marges tout simplement extraordinaires. Donc, vous allez voir ici qu'elle s'appelle, c'est Quecho Maotai, un truc comme ça. Moi, je n'arrive pas à le prononcer. Mais si vous arrivez à trouver les rapports financiers de cette entreprise aussi, regardez les marges. C'est l'entreprise la plus rentable au monde dans le secteur des vins et spiritueux. Quecho Mutai, je vais vous faire simple ici. On va simplifier la vie. On va le faire ici directement. Donc, je vais sur mon Insta. Je vais cliquer sur... je vais faire la recherche ici. Voilà. On fait coller. Voilà. C'est une entreprise ici chinoise. Donc, si vous allez en Chine, généralement, il fut un temps, quand en Chine, on vous trouvait en train de boire du Quecho, du Mutai, techniquement, si vous travaillez dans le gouvernement chinois ou bien si vous étiez un officiel, je pense que quelques jours après, on n'entendait plus parler de vous. Parce qu'en fait, généralement, cette entreprise ici, vous savez il y a beaucoup de corruption en Chine, d'ailleurs, comme dans tous les pays d'ailleurs. Dans certains pays, il y en a plus que d'autres. Sauf qu'ici, généralement, les officiels se faisaient corrompre avec une bouteille de Quecho Mutai, entre parenthèses. En termes de cadeaux, ça faisait partie des cadeaux. Donc, vous constatez ici que nous avons une entreprise ici qui a des marges bénéficiaires de 91%. Et le revenu ici, vous pouvez voir que c'est en monnaie chinoise ici, donc normalement vous allez diviser pour trouver $1 million ici, vous allez faire 1,4 ici, divisé par 7, donc ça vous donne à peu près 16 milliards de dollars. Donc on va mettre ici, donc on va mettre 101,6, voilà, 1,6 CNY to USD, ça vous donne ici une valeur de 17 milliards de dollars. Donc elle a une valeur, c'est 17 milliards de dollars en termes de revenus uniquement. C'est l'un des plus grands groupes, si ce n'est même le premier en termes de rentabilité. Ils ont des marges bénéficiaires de 55%. Waouh! Si vous arrivez à creuser dans cette entreprise-ci, je ne dirais pas que ça représente une opportunité d'investissement. Le prix actuel est tout simplement correct. Sans doute, peut-être même il y a une opportunité d'investissement ici. D'accord? Dans tous les cas de figure, ceci n'est que mon avis. C'est une excellence. Je vous donne juste certaines idées d'investissement comme ça. Vous pouvez aller voir ça de vous-même. Mais je ne suis pas en train de vous dire non, achetez telle entreprise maintenant. Donc, le titre ici peut être pompeux, action à acheter. Mais voilà, c'est YouTube à la fin de la journée. Il faut susciter l'envie. Donc, ici, vous avez sans doute découvert une ou deux entreprises. On a sans doute parlé également d'une entreprise qui était sous-évaluée. Et dans tous les cas de figure, vous devez faire vos propres recherches et ne vous limitez pas à tout ce qui est superficiel. Vous lisez les états financiers, mais il faut lire les rapports financiers pour investir avec conviction. D'accord? Donc, c'est tout pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous pour le prochain top 5. Merci.